La compétitivité des entreprises françaises repose évidemment en grande partie sur les financements. Je vous présente les intervenants de ce prochain thème. Patrice Bénard, qui est directeur délégué de France Industrie Créative. Lucien Deveau, président du DEFI, Comité professionnel de développement économique de l'habillement, président du groupe Deveau. Franck Boelli, président du Conseil national du cuir, vice-président du Centre technique du cuir. Yves Dubief, président de l'Union des industries textiles, et puis Gilles Lalouf, président directeur général de Wipe Project, dont nous vous parlerons évidemment tout à l'heure. Chacun de vous va nous donner à comprendre le rôle et les enjeux des comités de promotion et de développement. Patrice Bénard, donc, vous êtes directeur délégué de France Industrie Créative. Quel est le rôle de ces comités ? Je remercie d'abord Madame Dumas de donner la parole à France Industrie Créative, qui est une nouvelle organisation, anciennement le comité de liaison des industries de main-d'œuvre, et qui regroupe plusieurs secteurs liés à la mode et au luxe, comme la céramique, l'habillement, l'horlogerie, les arts de la table. Les taxes affectées, c'est un sujet récurrent pour les organisations professionnelles et je crois qu'on est en train parfois de se tromper de combat sur leur intérêt. Elles ont pour vocation de financer les comités professionnels de développement économique régis par la loi de 78 et également les centres techniques industriels régis par la loi de 1949. C'est un moyen original de soutenir les actions collectives des professions pour répondre au développement technique et commercial des filières. J'ajoute que ces taxes et ces comités assurent une proximité avec les entreprises, dans la mesure où nous avons beaucoup d'entreprises qui sont situées dans des zones rurales et éloignées des grands centres urbains, et ces entreprises peuvent évaluer directement le rôle et l'intérêt de ces impôts par rapport à d'autres impôts qui alimentent le budget général de l'État, et comme les impôts de production, par exemple, dont parlera tout à l'heure Yves Dubief, qui, eux, grèvent lourdement les entreprises. Ce qui fait la proximité aussi, c'est que ces comités professionnels de développement économique sont représentés dans leur conseil d'administration par des professionnels, sous le contrôle de l'État, et c'est important de le souligner, il y a effectivement un contrôle de l'État dans ces actions, et je crois que c'est ce qui fait vraiment le ciment des filières. Ces comités reposent sur trois fondamentaux principaux. D'une part, on assiste à un soutien de la part des gros acteurs de la filière qui aident à l'adaptation des PME et des TPE qui font la richesse de nos métiers et qui, sans ce soutien, et on en parlait tout à l'heure, effectivement, des locomotives, seraient profondément fragilisés. Un point très important à souligner aussi, c'est que dans ces taxes affectées permettent de taxer les importations des pays tiers, et pas uniquement simplement les entreprises françaises. Et je crois que c'est important de pouvoir reposer sur ce financement pour aider des actions qui valorisent nos territoires. Les actions aussi financées par ces comités permettent de corriger les défaillances des marchés et d'orienter les consommateurs français vers des produits représentatifs d'une offre nationale et qui accentuent l'intérêt de la création par rapport à d'autres produits venant des pays d'Asie du Sud-Est, notamment, ou des pays à bas coût de main-d'œuvre. Dernier point qu'il faut souligner sur cet aspect de taxes affectées, c'est qu'elle n'existerait pas sans la volonté des professionnels. Et s'il n'y a pas les professionnels derrière pour soutenir cette taxe, évidemment, on n'aurait pas nos différents comités professionnels de développement économique tels qu'ils existent actuellement. Je voudrais donner un exemple que je connais bien, c'est celui de l'horlogerie, puisque je suis issu de l'horlogerie. Et le comité France Éclat, au départ, a été créé pour l'horlogerie. Il s'est ensuite élargi à la bijouterie-joaillerie, qui a reconnu l'intérêt de cet outil, ensuite à la bijouterie fantaisie, et pour terminer, aux arts de la table. Ça prouve bien l'intérêt de ce dispositif. J'ajoute que les actions que couvrent ces comités portent sur une palette très très large. Alors parfois on critique la loi de 1978 en disant qu'elle est excessivement large et qu'elle s'éloigne un peu de l'intérêt général, mais je crois qu'on ne peut pas oublier le fait que dans nos produits de consommation, nous devons couvrir à la fois
la recherche, le développement, l'innovation, mais aussi la promotion et le savoir-faire. Donc il est important de pouvoir couvrir toutes les actions à la fois commerciales et de recherche et développement. Par exemple, l'habillement a développé un programme pour les jeunes qui s'appelle Start, la chaussure également. La promotion en France et à l'international, on a des exemples encore tout récents comme l'exposition de la chaussure avec la ganterie et la maroquinerie à Séoul qui s'est terminée hier. Nous avons l'implantation d'un bureau en Chine avec l'horlogerie, la création d'un WeChat Store qui est quand même une certaine innovation avec les arts de la table pour pouvoir écoler les produits sur le marché chinois qui est un marché très complexe. En ce qui concerne le développement technique, nous avons par exemple la fabrication additive pour les métaux précieux qui a été initiée par le département technique du comité France Éclat. Et je voudrais aussi signaler, la semaine dernière, il s'est tenu une réunion sur la présentation des cahiers de tendance et des styles, où nous avons une collaboration entre l'ameublement et la filière horlogerie-bijouterie. Alors pour conclure, je voudrais rappeler que la loi organique sur les lois de finances de 2001 a profondément remanié le dispositif en faisant passer des taxes parafiscales aux taxes affectées. Il y a des voix qui s'élèvent, et on en a parlé tout à l'heure, contre ce dispositif, en proposant notamment la création d'une cotisation volontaire obligatoire. Outre le terme un peu antinomique, volontaire obligatoire, c'est comme si on avait l'impôt sur le revenu volontaire obligatoire. Je crois qu'il faut quand même dénoncer cette solution parce qu'elle ne pourra pas marcher pour la taxation des importations et c'est un problème très important pour certains secteurs. Et je voudrais terminer aussi sur le fait qu'on veut supprimer des petites taxes. 50 millions d'euros, c'est l'ensemble du financement des 4 CPDE. Ça n'a rien à voir avec les taxes de production qui représentent à peu près 80 milliards d'euros. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut faire la part des choses. Nous avons un outil qui fonctionne, maintenons-le, et plutôt que de supprimer ces taxes ou les réduire, actuellement on parle beaucoup des impôts locaux. Regardez sur votre feuille, vous verrez aussi bien les entreprises que les particuliers. Vous avez une ligne qui s'appelle frais de collecte de la fiscalité locale. Les entreprises vont être obligées l'année prochaine d'avoir à effectuer le prélèvement à la ressource pour le compte de l'État. Je pense qu'il serait souhaitable de supprimer cette petite taxe. Merci à vous. Parfait, le message est passé. Toujours concernant le rôle des comités de promotion et de développement, Lucien Deveau, vous êtes président du DEFI, comité professionnel de développement économique de l'habillement, président du groupe Deveau. Qu'est-ce que le DEFI, sujet si sensible, et quel est le contexte du DEFI aujourd'hui? Alors tout d'abord, après un tel colloque, je crois qu'il n'est même pas nécessaire de vous dire qu'il est indispensable de garder le DEFI et de garder ces organismes. Ces organismes qui ont été créés par les professionnels, pour les professionnels, et qui ont été créés, si vous voulez, aujourd'hui pour justement compenser le rôle qui n'était pas joué par certains organismes. Nous sommes des gens complémentaires. Et ce complément qui souvent, comme tu le disais tout à l'heure, est de faible montant, est absolument indispensable. S'il n'existait pas, le reste ne peut pas exister, n'aura aucun intérêt. On intervient d'abord essentiellement pour aider les nouveaux créateurs. Ces créateurs sont indispensables au rayonnement des grandes marques. Car s'il n'y avait aujourd'hui que demain 2 ou 3 grandes marques dans le monde, en France, il n'y en aurait bientôt plus. Il faut un renouvellement, il faut absolument un cheptel permanent de renouvellement de ceci. Donc c'est important pour les créateurs, c'est important aussi pour le savoir-faire, si vous voulez, et indirectement, on a créé une maison du savoir-faire, ça prouve qu'il y a bien besoin. En plus, aller à l'international, pour des PME, donc des tout petits créateurs, c'est impossible. Aujourd'hui, aller dans des salons, aller exposer demain à New York, à l'étranger, en Chine, etc., c'est absolument impossible, et il faut absolument le premier geste. Et ça, le DEFI et nos organismes de financement sont capables de le faire. Alors qu'un organisme d'État
directement n'arrivent jamais à le faire. Ce n'est pas à vous, élus, que je peux le dire. Et aujourd'hui, en plus, on est un aiguillon en manière de prospective. Parce que ces petits créateurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est qu'on leur donne une direction, qu'on les aide à éviter des faux pas. Et vraiment, ces organismes-là sont ce but-là. Donc je crois qu'honnêtement, il n'est pas nécessaire de vous prouver que ces organisations, comme le défi et les taxes affectées, sont absolument indispensables pour la survie de tous nos métiers. Quel est le... On peut peut-être donner des éléments chiffrés. Quel est le budget annuel du défi? 10 millions d'euros. Et la baisse de 2019 serait caractérisée de quelle manière? Alors la baisse éventuellement que l'on nous demande, c'est de reverser au budget de l'État 631 000 euros supplémentaires. Et en 2020? Eh bien, en 2020, éventuellement, ensuite, on espère que ce ne sera pas des multiples, mais c'est souvent des multiples. Très bien, merci pour ces précisions. Franck Boilly, vous êtes président du Conseil national du cuir, vice-président du Centre technique du cuir. Nous abordons avec vous le thème du fonctionnement du CTC. Quelle est sa mission? Et vous souhaitez également souligner le point du plafonnement. Oui, alors mesdames et messieurs les parlementaires, c'est vrai que je vais vous interpeller directement puisque je vais vous parler d'un sujet un peu technique. Mon excellent ami Patrice Bénard l'a évoqué déjà tout à l'heure en parlant de la taxe affectée. Et moi, je vais vous parler du plafonnement de cette taxe affectée. Donc, il faut savoir que ce plafonnement a été décidé en 2011 avec, nous a-t-on dit à l'époque, comme justificatif de permettre au Parlement de contrôler les ressources de tous les centres techniques industriels et tous les comités de développement économique. Pourquoi pas? On nous a dit aussi à l'époque que les plafonds, et c'était le cas au moment où ça a été décidé, resteraient au-dessus des montants collectés, c'est-à-dire ne seraient pas prégnants par rapport à la collecte. Cet engagement, comme ça arrive parfois, des engagements de l'État, le gouvernement suivant ne l'a pas fait sien. Et non seulement les plafonds n'ont pas été revus tous les ans pour vérifier qu'ils coïncidaient bien avec le montant collecté, mais parfois ils ont été diminués. Et vous avez derrière moi une courbe qui vous montre, en ce qui concerne CTC, donc le centre technique et le CPDE qui concerne la filière cuir, l'impact que ça a pu avoir donc depuis 2013, on va dire, le moment où on a eu un écrêtement. Il se trouve que la filière cuir est une des filières les plus dynamiques. Donc, voilà, automatiquement, à partir du moment où le chiffre d'affaires des entreprises de la filière se développe, le montant de la collecte de la taxe affectée se développe. C'est absolument homothétique. Or, le plafonnement, comme vous pouvez le constater, lui, ne s'est pas du tout développé dans les mêmes proportions. Et donc, en 2018, nous allons reverser à l'État 20% du montant collecté. Donc là, je vous parle de la filière cuir. Mais dans des mesures moindres, c'est la même chose pour l'ensemble des CPDE du CSF Modelux. C'est-à-dire qu'on nous dit il faut absolument vous moderniser, il faut absolument engager de nouveaux projets. Nous avons la capacité de collecter des sommes relativement importantes pour nos filières avec le consentement des professionnels, ce qui est quand même extraordinaire quand vous avez des professionnels qui sont d'accord pour payer une taxe parce qu'ils savent que c'est un investissement. L'État vient décider de façon arbitraire de limiter cette collecte et ce qui était prévu à l'origine, donc le contrôle, on va dire, des CTI dans leur fonctionnement, en fait, ça aboutit à quoi? À reverser une partie de ces collectes dans le budget de l'État, ce qui n'était pas du tout prévu initialement. Et si vous regardez sur le cumul de l'année, depuis 2013 jusqu'à 2018, c'est 10 millions qui auront été reversés à l'État. C'est-à-dire que si on se projette encore sur l'année 2009, on peut dire que tous les 5 ans, CTC a une année blanche, c'est-à-dire une année sans ressources du tout. Donc,
évidemment, les professionnels s'insurgent contre ce plafonnement. Quels sont les effets du plafonnement? L'impossibilité, par exemple, de recruter de nouveaux formateurs. On vient de voir, le sujet précédent, combien la formation est essentielle. CTC assure la formation de tous les métiers de la filière cuir, maroquinerie, chaussures, ganterie. Il a même créé une formation ganterie qui n'existait plus. Donc, on dit aujourd'hui au CTC, ne recrutez plus de formateurs, vous n'en avez plus les moyens, donc passez à autre chose. Autre chose, l'aide au développement à l'export. C'est le quart du budget de CTC. Si on limite son développement, il est évident que cette aide ne pourra pas se développer non plus. Et puis, évidemment, c'est l'impossibilité de mener à bien des grands projets structurants. Il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la traçabilité des pots. Dans la filière cuir, c'est un sujet absolument primordial. CTC a mis au point le procédé pour pouvoir assurer la traçabilité des pots, mais n'aura pas les moyens financiers de l'industrialiser. Et donc, ce seront nos amis et concurrents italiens, probablement, qui, sans ce financement, vont l'industrialiser eux-mêmes. Bon, je ne parle pas de la digitalisation des PME, qui est un point absolument central sur lequel CTC intervient au quotidien. Et là aussi, il va être privé de moyens. Mais il y a encore plus grave que le plafonnement. Et là, je souhaite pointer quand même l'incohérence de certaines mesures prises par le gouvernement. Nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui, aujourd'hui, a désigné comme mission prioritaire d'aider le secteur industriel, et notamment les PME-TPE. Je devrais dire les PMI-TPI, dans le secteur industriel. Et c'est vrai, on en a des multiples exemples. Et je veux dire, l'exemple le plus emblématique, c'est la loi Pacte, qui vient d'être votée. Le Premier ministre s'est exprimé le 20 septembre chez Dassault Systèmes pour indiquer toutes les mesures qui allaient être prises en faveur du secteur industriel et en faveur des PME. Il a indiqué que 500 millions d'euros allaient être débloqués pour les aider, notamment sur la transformation digitale, qui est un secteur absolument essentiel. Le gouvernement a également identifié 16 filières industrielles qu'il a qualifiées lui-même comme piliers de la politique industrielle française. Et donc, avec la signature de 16 contrats, donc les fameux CSF, dont nous avons déjà parlé. Et dans le même temps, puisque nous sommes dans le en même temps, nous avons le ministère du Budget qui nous dit, dans le PLF 2019, qualifié l'année de l'accélération, nous allons baisser les plafonds des taxes affectées. 10 millions d'euros, c'est infinitésimal pour le budget de l'État, mais c'est catastrophique pour l'ensemble des filières industrielles. C'est 800 000 euros pour CTC, on vient de voir, c'est 600 000 euros pour le défi. Enfin, sur l'ensemble des 4 CPDE qui constituent le CSF Modélux, c'est environ 2 millions d'euros de moins. Et en même temps, évidemment, le Premier ministre nous dit « mais vous allez pouvoir promouvoir, grâce au CSF, de nouveaux projets. Et on va les financer avec quel argent, puisque les ressources de l'ensemble des CTI va diminuer. Pour le CTC, encore une fois, en 2018, c'est 20% du montant collecté qui est écrété. Avec la nouvelle mesure, ça va être plus du quart, puisque ça va être 6% de plus, on va passer à 26%. C'est totalement intolérable. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, tous les industriels qui sont présents dans la salle sont tous unanimement opposés à cette mesure. Et le Premier ministre, quand il a conclu son discours du 20 septembre, il a dit aux filières industrielles « Vous avez les clés du camion, à vous de le mettre en marche. » Ben, écoutez, nous sommes d'accord, Monsieur le Premier ministre, mais si vous voulez nous voir accélérer, dites à M. Darmanin de ne pas nous rationner le carburant.
Voilà qui est posé. Nous allons maintenant nous intéresser aux enjeux des taxes de production avec vous. Yves Dubief, vous êtes président de l'Union des industries textiles. Quelle est la différence entre les taxes affectées et les taxes de production ? Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et particulièrement Madame Catherine Dumas, sénatrice de Paris, d'avoir associé l'amont de la filière. On l'a vu avec le cuir, mais avec nous, industrie textile, les matériaux textiles qui sont essentiels dans l'univers de l'industrie de la mode et des métiers d'art. Également d'avoir permis que j'intervienne sur les facteurs de production, c'est-à-dire sur les impôts de facteurs de production, c'est-à-dire souvent sur les financements des collectivités territoriales, ici au Sénat, qui est la Chambre des territoires, où donc ils sont totalement sensibles, et en relation avec les élus locaux. Alors la différence, il y a 3 différences. C'est d'abord le fléchage. C'est que les taxes affectées, par leurs mots et leurs vocables, sont affectées à des missions d'outils au service de la profession. Elles sont prélevées sur les trésoreries d'entreprises d'un secteur pour le développement de ce secteur et des entreprises de ce secteur, au contraire des impôts de production qui sont la C3S, le foncier, la CFE, le versement transport, la CVAE, et qui donc financent très souvent les budgets des collectivités territoriales et certaines missions comme les transports collectifs. Premier point. Deuxième point, c'est le poids. On l'a cité tout à l'heure, quelques dizaines de millions d'euros pour les taxes affectées, en tout cas celles qui concernent les 4 CPDE du CSF Modelux. Et c'est 80 milliards pour l'ensemble des impôts de production. Un autre chiffre, les impôts de production au niveau européen, dans la moyenne européenne, c'est 1,6 point de PIB. L'Allemagne est à 0,6 points. Et la France est en tête de liste avec 3,2 points. Donc, cherchez l'erreur. Troisième différence, c'est le fait que les taux sont galopants pour les impôts de production et sont parfaitement maîtrisés et constants pour les taxes affectées, puisque que ce soit le CTC, le DEFI, France Éclat, les taux ont été votés il y a quelque temps et sont stables depuis toujours. En tout cas, il n'y a pas eu de hausse. Je passe peut-être des baisses, mais en tout cas pas de hausse. Le pouvoir des taux donnés aux opérateurs des collectivités territoriales fait que souvent c'est galopant, où on rajoute des strates comme l'intercommunalité ou les communautés de communes qui font que les impôts fonciers comme la CFE voient une évolution positive sur 7 ans de plus 20%, à la fois par la base et à la fois par les taux. L'élément majeur des impôts de production, c'est que les bases sont très souvent fixes. La valeur locative des biens pour le foncier ou pour la CFE, même si les établissements industriels ont un abattement de 30%. La masse salariale pour le versement de transport, le chiffre d'affaires, on retrouve un peu ce qui est dans les taxes affectées pour la C3S, et la valeur ajoutée pour la CVAE. Alors que demandons-nous ? Là, je m'adresse particulièrement aux parlementaires présents dans la salle. Il y a le PLF 2019 qui est en cours de discussion. La discussion en séance publique vient d'être ouverte il y a une heure à peu près à l'Assemblée nationale. Il viendra ici au Sénat après, avant de retourner à l'Assemblée nationale. Là, tout est écrit déjà. On peut poser des amendements, mais ils ne seront pas repris par le gouvernement. Donc, il y a un peu de chance que ça se passe sur les impôts de production. Mais par contre, à la fin de l'hiver, au début du printemps 2019, il y a un PLFR, donc un projet de loi de finances rectificatif destiné aux collectivités et qui est en liaison avec la suppression de la taxe d'habitation. Et c'est là où j'attire particulièrement votre attention. La taxe d'habitation sera vraisemblablement totalement supprimée pour les particuliers. Si on raisonne par analogie, pour l'entreprise, la taxe d'habitation, ça s'appelle la contribution foncière de l'entreprise, la CFE. On pourrait imaginer qu'il y ait la même règle, donc il y ait la suppression de la CFE, remplacée peut-être par autre chose, mais en tout cas, cette taxe qui est sur la valeur locative des ateliers et des usines est particulièrement néfaste. Mais si on veut aller plus loin et peut-être plus ambitieux dans le cadre d'une réforme du financement des collectivités locales et de la contribution des entreprises à ce financement, c'est de regarder l'exemple allemand, qui est la Gewerbesteuer,
En Allemagne, les entreprises payent à peu près 30% de taux sur l'IS, donc pas loin, un tout petit peu plus que le futur taux français de 28 points. 15% sont pour l'État fédéral et 15% sont pour les lenders et une partie des communes. Eh bien, nous estimons, nous industriels, et nous entreprises d'abord, mais nous industriels et également industriels de la BOD, que notre contribution au budget des collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements, les communautés de communes, les communes dont nous avons besoin. Nous sommes souvent sur des territoires ruraux, donc nous savons quels sont les problèmes de ces territoires, d'infrastructures, d'attractivité, etc., soit en tout ou partie en liaison avec l'activité économique de l'entreprise, c'est-à-dire avec son résultat fiscal. Merci. Je vous remercie. Nous allons maintenant pouvoir mesurer l'impact des dispositifs de financement avec ce témoignage positif de Gilles Lalouf. Bonjour, vous êtes directeur général de Y Project. Y Project est une des 4 marques de prêt-à-porter de luxe qui s'est imposée ces dernières années. Quelles ont été les conditions de ce succès ? Alors, tout d'abord, peut-être que je vais vous décrire Y Project parce que ce n'est pas une marque si connue du grand public. On est une marque de mode créateur, c'est-à-dire que nous sommes une marque qui est à la frontière de l'univers du luxe et de la pure création. On fait donc partie un peu de ce cheptel que vous évoquiez, monsieur Deveau. Nous défilons 4 fois par an dans le cadre du calendrier officiel de la Fashion Week. Nous vendons dans 130 points de vente dans le monde, dont 2 points de vente simplement en France. Donc on fait 95% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Pour donner quelques chiffres et pour nous situer, nous faisons un chiffre d'affaires cette année, nous ferons un chiffre d'affaires cette année de 6 millions d'euros. On emploie une vingtaine de personnes et on fait travailler autour de nous, pas à temps complet, une dizaine de designers, de modélistes, de patronniers, etc., qui travaillent en grande partie de leur temps avec nous. Nous sommes, je pense, considérés donc comme une de ces jeunes marques qui peuvent compter. Alors en quoi les financements dont nous avons bénéficié et qui sont proposés par la filière nous ont aidés? Alors je vais déjà les citer parce que j'en ai eu pas mal et on doit remercier les différents acteurs qui nous ont aidés. D'abord, on a eu une garantie crédit de collection qui était donnée par l'intermédiaire de l'IFSIC sur des fonds du défi, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a eu un prêt financier de l'IFSIC qui était lié à un fonds qui a été créé par des grandes entreprises et l'IFSIC. Ensuite, on a été aidé à la présence dans un salon international. Puis, comme nous défilions dans le cadre de la Fashion Week, on a pu être financé en partie pour nos défilés. Et enfin, nous avons été le gagnant de l'Andam, qui est donc un prix qui a été créé par la place de Paris en 2017, et donc qui est encore un projet qui est financé et soutenu par des grandes entreprises et par le défi. Alors, pourquoi ces aides ont été importantes dans notre développement? Je tiens d'abord à dire que c'est d'abord des reconnaissances. C'est-à-dire quand on gagne, quand on peut dire qu'on est soutenu par la filière, quand on peut défiler 4 fois par an durant les Fashion Week, quand on gagne l'Andam, cela donne un rayonnement certain auprès de la presse et des acheteurs. Et donc ça, c'est quelque chose d'inestimable et c'est quelque chose qui nous permet de nous développer. Ensuite, ces aides, ce n'est pas ces aides qui nous ont financés au quotidien, mais ces aides ont été un vrai coup de pouce qui a été clé en fait dans le développement de la marque et dans le fait qu'on a pu saisir à chaque instant toutes les opportunités qui se présentaient devant nous. Typiquement, grâce à l'Andam, on a pu étoffer notre studio, on a pu organiser des défilés plus grands et plus importants. Donc ça a été des aides qui ont été extrêmement importantes. Ensuite, le fait que ces aides soient données par la place de Paris, c'est quelque chose qui est inestimable. Clairement, aujourd'hui, les jeunes marques bénéficient d'aides partout dans le monde, à Paris, à New York, à Londres, à Miami, et à terme dans des villes de pays qui sont moins partie prenante de ce monde de la mode, en tout cas du côté de la création, comme Shanghai et d'autres. Le fait que
Paris soit au centre de la création de marques comme nous, comme Cochet, comme Jacquemus et bien d'autres, et bien le fait qu'on ait ces aides de la place de Paris, encore une fois, c'est une reconnaissance et c'est un soutien. Et ça veut dire que la place de Paris, non seulement s'intéresse à des grandes maisons comme celles qui sont présentes ici, mais s'intéresse à ce cheptel, etc. Et encore une fois, je me permets d'insister parce que je suis souvent frappé, par exemple, quand je regarde New York, sur les aides qui existent et sur les soutiens qu'il y a entre la ville de New York, les industriels, les grandes marques, la presse, pour soutenir tous ces jeunes créateurs. Donc, en conclusion, moi, je dirais qu'il serait dommage que Paris perde cette place-là, que nous allions voir ailleurs, puisque moi, j'ai une équipe qui est composée d'une quinzaine de nationalités, donc qui est assez flexible, même si moi, je ne le suis pas personnellement. Mais ces gens-là sont attirés par Paris et viennent travailler à Paris. Et ça, plus tous les Français qui ont été formés dans les écoles parisiennes, constituent un vrai vivier qui permet de développer, j'espère, la mode de demain. Permettez-moi une question directe. Sans le défi, vous y seriez arrivé? Vous auriez obtenu de tels résultats? C'est très compliqué à dire. Je suis de formation scientifique, donc je ne peux pas parler sans avoir quelque chose qui serait les conditions dans l'autre bras de l'expérimentation. Je pense qu'à de nombreux moments, le défi a été clé. Donc, sans ces aides-là, je pense qu'on aurait ralenti. Et le problème dans la mode, c'est quand on ralentit, très rapidement, on s'arrête, on fait marche arrière. Donc, est-ce que je peux dire que sans le défi, j'y serais pas arrivé, je n'irais pas jusque-là, mais est-ce que sans le défi, j'aurais fortement ralenti et j'ai eu un fort risque que je fasse marche arrière? Ça, c'est très clair. Merci, merci. Y a-t-il des questions? Bonjour, Julien Gulon, je suis co-gérant de la société La Botte Gardienne, qui est donc dans le Gard. Une société familiale qui a plus de 60 ans d'existence, entreprise EPV depuis plus de 11 ans. J'entends de beaux discours, mais dans mon quotidien d'entrepreneur, je ne me reconnais pas tellement, en fait. La première problématique que je voulais un petit peu soulever, c'est la formation. Donc, j'étais d'accord avec le discours de Lynn et de Arnaud Effelin. Aujourd'hui, je parle au nom de plusieurs entreprises de PV, puisqu'on se concentre assez souvent en Occitanie. Et la problématique est la suivante, c'est qu'on doit payer des apprentis et on doit en même temps les former pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, ils ne produisent rien, on ne sort rien, et en plus, on les rémunère. Ce que j'aimerais, c'est que les entreprises qui sont EPV, qui sont là pour dispenser un savoir-faire rare et précieux avec un fort attachement territorial, soient vraiment aidées là-dessus. Et qu'on ait des aides, qu'on soit complètement subventionnés. Je prends un potier, un céramiste, un ferronnier, il va pas pouvoir mettre un apprenti à la production directe. Et il les paye, et en plus, il paye, entre guillemets, en plus la formation et les produits qui seront au rebut. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment aider ces entreprises EPV lors des appels d'offres des administrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle pas mal de la charte RSE. Donc on met le caractère sociétal au cœur des projets d'entreprise, mais dans les appels d'offres des administrations, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise EPV ne peut pas répondre à un appel d'offres d'une administration. Donc ce qui serait bien, c'est quand même qu'il y ait des points dans le cahier des charges qui permettent de mettre en avant un projet environnemental, un projet avec des circuits courts, et qu'on puisse répondre à ces demandes. Est-ce que l'un de vous pense pouvoir répondre? Et j'ai un dernier point, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis habillé 100%... 2, c'est bien déjà. Je vais jusqu'à 3, jamais 203. Je suis habillé de la tête aux pieds 100% français. Donc des chaussures de ma fabrication, les jeans Tuffery, qui sont le plus vieux jeaner français, les chaussettes de l'archiduchesse, la chemise Atelier Tuffery également, il n'y a que mon t-shirt. Donc il y a aussi un rôle... comment? De ma fabrication, la botte gardienne également. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans notre quotidien aussi... on parle des métiers d'art, on parle de les soutenir, mais ça doit aussi changer dans notre façon de consommer également. Voilà, merci. Merci. Quelqu'un voudrait répondre rapidement?
Enfin non, c'est très difficile de répondre à ces multiples questions. D'abord parce que ce monsieur interpelle plus les pouvoirs publics que les professionnels que nous sommes. En revanche, moi j'appuie absolument ce qui vient d'être dit concernant la formation et notamment l'apprentissage. On dit en France, comment se fait-il que l'apprentissage soit à un niveau aussi bas? Ben, c'est tout simplement parce qu'il coûte trop cher. Ça coûte trop cher aux industriels, aux entrepreneurs. Quand vous avez une personne qui est là à mi-temps et que vous payez les 3/4 du SMIC, à l'évidence, vous avez un déficit. Et quand en plus vous devez consacrer du temps à le former, effectivement, sans production immédiate, c'est évident que dans l'entreprise, ça crée un déficit. Donc, tant qu'il n'y aura pas une défiscalisation des formateurs dans une entreprise, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas reconnus comme étant du corps enseignant, en quelque sorte, la charge qui sera pour les entreprises sera trop élevée. Et donc, je connais particulièrement bien le sujet. Pendant 35 ans, j'ai employé des apprentis. Mais très sincèrement, je l'ai fait parce que j'ai considéré qu'il était de mon devoir en tant que chef d'entreprise de mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de jeunes qui étaient souvent dans des situations d'ailleurs un petit peu difficiles personnellement. Mais le retour qu'en a eu l'entreprise, honnêtement, en termes de résultats, il est négatif. Voilà. Donc ça, c'est un témoignage de plus. Aujourd'hui, l'apprentissage coûte aux entrepreneurs, c'est une évidence. Monsieur Deveau, vous souhaitiez ajouter un élément? Je crois aussi, et je suis même sûr, que le défi finance le salon Made in France. Donc c'est un premier pas qu'il permet d'aider aux entreprises qui fabriquent avec du Made in France.